Bonjour et bienvenue dans un monde où les décisions budgétaires américaines creusent fortement le déficit en faveur des plus hauts revenus alors que le marché du travail américain, malgré une création d'emplois solide en apparence, révèle des fragilités structurelles qui menacent la stabilité et la croissance économique du pays à moyen terme. Adopté par une courte majorité à la Chambre des représentants après des négociations tendues, le projet de loi budgétaire défendu par Donald Trump entérine une série de mesures économiques et fiscales structurantes, et ce pour les années à venir. Long de 940 pages, le texte consacre la pérennisation des baisses d'impôts promulguées en 2017 pour un montant total estimé à 3 800 milliards de dollars sur 10 ans, principalement en faveur des ménages les plus aisés et des entreprises. Les sociétés pourront en effet amortir immédiatement leurs investissements et dépenses en recherche et développement, tandis que les professions libérales bénéficieront d'une déduction fiscale renforcée. Pour les particuliers, certaines mesures ciblent les classes moyennes, des déductions sur les pourboires et les heures supplémentaires, mais ces allègements d'un montant global de 700 milliards de dollars seront temporaires et expireront 2 ans après leur entrée en vigueur. A l'inverse, les avantages fiscaux accordés aux plus hauts revenus seront, eux, durables, afin de compenser ces baisses de recettes, le projet prévoit des coupes massives dans les dépenses sociales, en particulier dans les programmes Medicaid et d'aide alimentaire, et ce à hauteur de 1000 milliards de dollars sur 10 ans. Le bureau du budget du Congrès estime que près de 12 millions d'Américains pourraient perdre leur couverture santé en raison à la fois des restrictions sur Medicaid et de modifications apportées à l'Obamacare. Sur le plan budgétaire, le texte creusera le déficit fédéral de 3 300 milliards de dollars sur la prochaine décennie. Cette trajectoire pourrait exercer une pression haussière sur les taux d'intérêt et sur le coût de la dette publique, dans un contexte de fragilité budgétaire déjà marqué. Le projet de loi inclut également une hausse des budgets pour le Pentagone et l'agence ICE, chargée de l'immigration, ainsi que la suppression progressive d'ici 2027 des crédits d'impôts fédéraux en faveur de la transition énergétique, c'est-à-dire les énergies renouvelables et les véhicules électriques. Cette orientation marque donc un net recul par rapport aux priorités environnementales de l'administration précédente. Le marché du travail américain a continué de progresser en juin avec la création de 147 000 emplois, dépassant nettement les attentes des économistes qui avaient modélisé, 110 000 contre 117 000 selon certaines sources. Le taux de chômage a reculé à 4,1% contre 4,2% en mai. Ces chiffres s'inscrivent dans une dynamique solide en apparence, confirmée par une croissance moyenne sur 3 mois de 150 000 emplois. Toutefois, cette croissance est loin d'être généralisée et masque des fragilités sous-jacentes. La majeure partie des créations d'emplois se concentre dans les administrations locales et étatiques, notamment dans l'éducation, le secteur de la santé et les loisirs hôtellerie, en excluant cependant, et notez-le bien, le secteur public, la création d'emplois dans le secteur privé a été particulièrement faible, mesurée à 74 000 unités, son plus bas niveau depuis octobre 2024. Le secteur manufacturier continue donc de souffrir avec une baisse des emplois pour le deuxième mois consécutif, ce qui alimente les craintes d'une récession industrielle. D'autres secteurs, notamment les services professionnels et commerciaux, stagnent ou perdent des emplois. L'incertitude liée aux politiques économiques de l'administration Trump, en particulier les droits de douane et les restrictions migratoires, pèsent lourdement sur la confiance des employeurs, ralentissant l'embauche et limitant la rotation sur le marché du travail. Les secteurs dépendants fortement de la main-d'œuvre immigrée, comme les loisirs et l'hôtellerie, sont particulièrement impactés. Par ailleurs, malgré la solidité relative du marché du travail, des signes préoccupants apparaissent. La hausse des salaires ralentit, mesurée à plus 0,2% en juin contre 3,7% un an auparavant. La durée moyenne du chômage s'allonge, près de 6 mois, et le taux de chômage des travailleurs noirs a augmenté, souvent un indicateur précoce de ralentissement économique. Sur le plan monétaire, la Réserve fédérale américaine adopte une posture attentive, je vous rappelle, ne voyant pas de raison pour le moment de baisser rapidement ses taux d'intérêt, notamment face aux risques inflationnistes liés aux tarifs douaniers. Le ralentissement de la croissance de la population active, en partie dû aux politiques migratoires restrictives, modifie aussi le seuil d'équilibre de la création d'emplois nécessaires pour stabiliser le chômage, abaissant ce niveau de près de 150 000 emplois mensuels avant la pandémie à environ 100 000, voire 50 000 emplois par mois selon certains scénarios. Ce phénomène
pourrait rendre plus inflationniste une croissance de l'emploi qui semblait jusque-là suffisante. En conclusion, si les indicateurs globaux du marché du travail restent solides, les tensions sous-jacentes liées à la politique commerciale, à la démographie et à la politique migratoire créent une situation incertaine qui pourrait freiner la dynamique économique américaine dans les mois à venir. Attardons-nous désormais un instant sur ce que les investisseurs vont suivre de près aujourd'hui et pas grand-chose au-delà du discours de Christine Lagarde qui est attendu dans un peu plus d'une demi-heure. Sinon, eh bien, les gros stats macro sont tombés ce matin. Les dépenses des ménages au Japon qui sont ressorties en nette hausse à 4,7% sur le mois de mai alors qu'elles étaient modélisées à 1,3% par le consensus des analystes et qu'elles étaient ressorties négatives au mois d'avril de moins 0,1%. Par ailleurs, les commandes à l'industrie en Allemagne pour le mois de mai sont ressorties en baisse de 1,4% quand le consensus avait lui modélisé une baisse de 0,2% et que ces dernières étaient ressorties en hausse de 1,6% au mois précédent, c'est-à-dire au mois d'avril. Enfin, pour la production industrielle en France, le consensus des analystes avait modélisé une hausse de 0,4%. Eh bien, il n'en est rien. La production industrielle en France en données mensuelles est ressortie pour le mois de mai négative de moins 0,5%, alors qu'elles étaient nettement plus négatives au mois d'avril, puisqu'elles avaient été calculées en baisse de 1,4%. Voilà, sinon, eh bien, c'est le discours de Christine Lagarde qui pourra apporter un peu de volatilité sur les marchés financiers. Je vous rappelle que Wall Street est fermé aujourd'hui pour cause de fête nationale. Comme vous le savez, nous sommes le 4 juillet. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète. Et en Europe, hier, les marchés boursiers ont affiché une performance globalement positive, marquée par une progression modérée des principaux indices. Cette dynamique s'appuie sur des indicateurs économiques solides, notamment des données d'activité industrielle et de services rassurantes en zone euro qui ont renforcé la confiance des investisseurs. Par ailleurs, un contexte géopolitique relativement calme et des avancées dans les négociations commerciales ont contribué à limiter l'aversion au risque. Par ailleurs, le rapport rassurant sur l'emploi américain a été de nature à donner du baume au cœur aux investisseurs. À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,21% à 7754 points. Le FTSE à Londres a lui pris 0,55% quand l'indice phare allemand, le DAX, a lui progressé de 0,47%. À Wall Street, les marchés américains ont établi de nouveaux records après un rapport sur l'emploi de juin meilleur que prévu. Le rapport du ministère du Travail a, je vous le rappelais, montré une création de 147 000 emplois en juin contre 110 000 attendus et un taux de chômage en baisse de 4,1%. Ces données ont donc renforcé le dollar et fait monter les rendements obligataires, réduisant ainsi les anticipations de baisse future des taux de la Réserve fédérale américaine. Cette dynamique intervient dans un contexte de pression politique, je vous rappelle, sur Jérôme Powell, et alors que la Chambre des représentants a adopté un important projet de loi fiscale, l'optimisme persiste malgré les incertitudes liées à la guerre commerciale. Résultat, le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des sommets des plus hauts historiques hier, et ce pour la troisième fois depuis le début de la semaine. Semaine, je vous le rappelle, raccourcie par la fête nationale américaine. Le S&P 500 a pris le Nasdaq, le Dow Jones a pris 0,8% hier, tout comme le Nasdaq, alors que le S&P 500 a lui pris un peu plus de 1%. En Asie, cette nuit, les principales places financières ont clôturé en ordre dispersé. Le Nikkei a reculé de 0,13%. En Corée du Sud, l'indice Kospi a baissé de 1,41%, tandis que le Kosdaq, l'indice dédié aux petites capitalisations sud-coréennes, a chuté de 1,86%. À l'inverse, l'indice CSI 300 de Chine continentale a gagné 0,41%, alors que l'indice Hang Seng de Hong Kong a lui chuté de 0,62%. Enfin, sur les marchés pétroliers, hier, les prix du pétrole ont reculé, influencés par des informations sur d'éventuelles discussions entre les États-Unis et l'Iran autour du programme nucléaire iranien, ainsi que par l'annonce attendue dimanche d'une hausse de production par l'OPEP+. La possible reprise des pourparlers nucléaires a en effet atténué la prime de risque géopolitique pesant sur les cours. Par ailleurs, l'OPEP+ a donc annoncé qu'elle devrait augmenter sa production d'environ 411 000 barils par jour, poursuivant ainsi une politique d'augmentation progressive, et ce depuis avril dernier. Cette hausse d'offres couplée à une surprise
couplé à une surprise de la montée des stocks américains, mais donc une pression baissière sur les prix. Dans ce contexte, le baril de Brent de la mer du Nord a reculé de 0,45% à 68,80 $, tandis que le baril de WTI a, lui, cédé 0,67% à 67 $ tout rond l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 4 juillet 2025. Et juste après, comme convenu, eh bien, nous retrouverons le chronocac d'Antoine Quesada. À tout de suite sur Téléfinance.